Bonjour tout le monde, je vais me présenter. Frédéric Lavoie, je suis journaliste indépendant et écrivain aussi. Donc, comme Nicolas vient de le dire, j'écris aussi des récits de non-fiction journalistique et tout ça. Et si vous saviez comment je suis content d'être ici pour plein de raisons, mais c'est réellement parce que ça fait des années que je suis ce livre-là avec Bogdan. Bogdan, on se connaît de Chicoutimi. Hein? Je suis originaire de Chicoutimi moi-même. Et donc, à chaque fois que je retourne à Chicoutimi, à peu près, je vais dans le bureau de Bogdan, que j'ai changé quelques fois de place. Il me fait du thé, puis on parle pendant 2-3 heures de ce livre-là, mais de plein de projets. De plein de choses. Et une chose que moi, j'apprécie énormément chez Bogdan, et je vais dire, de notre amitié, c'est la franchise. Bogdan a aussi lu mes livres, parfois, avant publication. Il pouvait me faire des commentaires honnêtes. Il n'était pas toujours d'accord avec ce que j'écrivais sur l'Ukraine ou sur Cuba, par exemple, hein, des pays aussi post-communistes. Alors, mais d'avoir ces discussions-là, de savoir qu'on pouvait se parler comme ça, et même chose pour 1989, que moi j'ai commencé à connaître au départ avec 1989. On va pouvoir en reparler, mais le 8 de côté qui était un signe de l'infini, qui aurait été très difficile pour les libraires, n'est-ce pas? Mais qui était, je pense qu'il est quand même dans le livre, cette obsession-là infinie d'une même année ou d'une même période qui était derrière ça. Et j'entendais l'autre jour à la radio quelqu'un qui demandait à un auteur combien de temps ça vous a pris et tout. Je trouvais que la question n'était pas super pertinente, mais je pense que pour toi, elle l'est. Parce que pour un livre comme ça, ça prend du temps à accoucher. Un livre aussi personnel, c'est une forme de psychanalyse, je pense, j'imagine. Et j'aimerais qu'on revienne justement à la genèse de ce livre-là. On a parlé des dents serrées. Je vais juste commencer. Bon, peut-être que certains et certaines d'entre vous l'avaient lu déjà. On ne va pas aller trop dans tous les aspects du livre nécessairement. Je pense qu'on va aller au-delà du livre, on va dire, pour ne pas gâcher votre lecture aussi. On va quand même lire des extraits et tout ça. Mais quand même, justement, parlant de psychologie, tu commences avec quand même un épisode d'affection psychosomatique, au moins partielle. C'est-à-dire, tu as vraiment eu mal au poignet en soulevant une valise en 2017 à l'aéroport de Yash, de ta ville natale et tout, mais tu as vu quand même... tu as vu une douleur qui venait de plus profond que ça. Et surtout, tu dis à ce moment-là, dans notre famille, nous avons du mal à reconnaître et à exprimer nos émotions. Ta famille n'est pas la seule, mais c'était dans un contexte particulier dans lequel tu as grandi. Et ce livre-là, c'est un peu pour dénouer tout ce qui a été enfoui durant ces années-là. Donc, parle-nous donc de comment le livre, comment tu t'es enligné vers ce livre-là et comment il s'est développé au fil des ans, les écueils peut-être que tu as rencontrés. Oui. Ben, pour commencer, j'aimerais remercier à la librairie de nous accueillir. C'est vraiment le fun de connaître. Je n'avais jamais mis les pieds encore ici, fait que c'est vraiment une belle librairie. Puis remercier également Nicolas d'avoir été tellement instrumental dans la sortie de ce livre-là qui a pris tant de temps. Donc, pour faire une histoire courte, je peux dire que le livre est né d'abord avec les questions des gens, des gens de Saguenay ou partout au Québec que je rencontrais. Je développais des liens d'amitié avec eux et à un moment donné, il y avait la question qui arrivait, qui me demandait « Mais comment ça se passait dans ton pays pendant le règne communiste de Nicolae Ceausescu ?» Et il y avait toujours cette impression-là que c'était difficile de raconter ça en 2-3 phrases. Puis la deuxième chose qui était difficile, c'était de raconter une enfance heureuse, parce que je ne peux pas nier que j'ai eu une enfance heureuse. Mes parents m'ont protégé, ils ont bâti autour de moi comme une sorte de cloche de verre pour moi et ma sœur, avec des vacances au bord de la mer, avec des amitiés, donc on a vécu une enfance autant normale que possible dans un pays qui était complètement anormal.
Un pays en guerre contre ses habitants. Exactement. Et donc là, c'est sûr que moi, je percevais en tant qu'enfant, les enfants, ils ont des antennes qui leur permettent de capter les humiliations, les abus ces autorités qui étaient en guerre contre leurs citoyens. Mais tout ça se mélangeait à ces bribes de vie heureuse, de confusément heureuse, comme je l'ai appelé dans ce livre. Et donc, il y avait ça comme difficulté. Comment raconter ça? Comment dire qu'on a vécu dans une dictature, mais qu'on a eu quand même une vie heureuse? Comme toi, tu l'as si bien dit à un moment donné, c'est comme si j'avais des photos de famille et qu'après coup, je découvrais que dans ces photos de famille, tel oncle qui était génial, qui était affectionné, puis tout ça, que c'était un abuseur. Que c'était quelqu'un qui faisait du mal à sa famille, puis tout ça. Et donc, du coup, ces photos de famille deviennent tentées un peu de ses connaissances par la suite. Et donc, c'est ça l'origine de ce livre. Et par la suite, ça a été quand même un long accouchement parce que, bon, c'est pas ma langue de premier, puis je voulais l'écrire en français. Hein. C'est la langue de mon pays d'adoption. C'est ma langue de ma communauté qui m'a tellement bien accueilli, qui m'a tellement bien reçu. J'avais envie de partager avec eux, dans leur langue, ce récit-là. Donc, il a fallu... décider quoi écrire, comment circonscrire ce récit-là pour qu'il soit quand même compréhensible pour les gens d'ici, hein, pour que je ne pouvais pas décrire tout le communisme sur moi parce que c'est immense. Alors j'ai décidé de circonscrire sur une seule année, 6 mois dans la dictature, puis 6 mois dans les libertés qui s'en est suivi après la chute de Ceausescu en décembre 89. Et c'est ça, et donc c'est ça, ça m'a pris, pour donner un chiffre, les premières idées, je l'ai eues autour de 2015-2016, et j'ai commencé à écrire vraiment autour de 2017. Ça fait presque 10 ans. Voilà. Ouais, ton fils a eu le temps de grandir aussi. Voilà. Il y avait 2-3 ans, et là maintenant il y en a 13, c'est ça? Oui, effectivement. On va revenir sur ton fils, mais donc pour construire ce récit-là, tu t'es dit, je vais replonger dans des souvenirs. Parmi ces souvenirs-là, il y a des événements, il y a des objets. Puis, comme tu dis, circonscrire ça, une façon que tu as trouvée, en fait, c'est d'une certaine façon, on peut dire que ce livre-là, c'est la chronique d'un jeune, la chronique reconstituée qu'aurait tenue le jeune Bogdan Stefan, moi je l'appelle Stéphane Bogdan là, pour la période communiste. Vous allez le découvrir dans le livre, mais bon, parce qu'on signait à l'envers Stéphane Bogdan et c'est la signature qu'il a conservée. Jusqu'à aujourd'hui. Et qu'il a conservé jusqu'à aujourd'hui. C'est son vestige de la période communiste qui est là. Et donc, quand je réfère à Bogdan pré-1989, je l'appelle Stéphane Bogdan, puis celui d'aujourd'hui. Et même, on pourrait même dire qu'il y en a 3, parce qu'il y a Bogdan Stéphane et il y a Bogdan Stéphane aussi. Celui qui a perdu la CDI dans les formalités d'immigration. C'est ça. Ouais. Donc, Nicolas le disait tout à l'heure, il est multiple, le Bogdan, même s'il est entier et il nous cache rien, c'est pas ça la question. Mais il y a quand même plusieurs côtés à ça. Et donc, tu t'es plongé dans ces souvenirs-là avec l'aide, entre autres, de ta mère, qui avait gardé un précieux journal aussi. Oui, c'est une agenda. Elle a gardé une agenda. Ma mère avait gardé une agenda du temps de 1989. Ma mère notait tout. À l'époque, son mère était enseignante d'anglais dans un lycée à Yach et notait tout son horaire de cours à l'école. Elle donnait des cours d'anglais aussi à la maison. Donc, elle notait les noms de ces étudiants-là qui venaient à la maison. Elle notait ses achats, des recettes qu'elle avait glanées avec une conversation avec une de ses collègues dans la salle des profs. Elle notait son salaire. Elle notait plein d'affaires là-dedans que j'ai trouvé, puis c'était une mine d'informations incroyable. Et oui, donc ma mère, il n'y avait pas juste cet agenda-là. En fait, l'histoire de ma mère, c'est que ma mère a dû quitter son pays. Quand elle était encore dans le ventre de sa propre mère, de ma grand-mère. Donc, ma mère est née en 1945, elle est née en octobre 1945, à la fin de la guerre. Mais donc, elle a dû quitter sa province natale, qui est la Bessarabie, aujourd'hui la République de Moldavie, pour se réfugier en Roumanie parce que l'armée rouge s'avançait. Et donc, tout le monde savait que
partout où l'armée rouge passe, ben, il va y avoir des déportations, surtout pour les populations qui avaient été occupées auparavant par l'Allemagne nazie. Et donc, ils sont réfugiés en laissant en arrière tout ce qu'il y avait. Donc, je pense, je fais mon psy de salon, là. Je pense que ma mère a grandi avec cette perte-là qu'elle a enregistrée dans ses fibres. Et ma mère n'est pas capable de se départir d'objets. Est vraiment pas capable. Chez nous, quand j'ouvre une armoire en haut, c'est comme dans les annonces à la fin d'un vol, où est-ce que les hôtesses de l'air te disent faites attention quand vous ouvrez les compartiments, il va y avoir des choses qui peuvent tomber. J'ouvre une armoire chez nous, puis il peut y avoir une vieille paire de chaussures ou une rallonge ou quoi que ce soit qui me tombe dessus. Donc un souvenir. Un souvenir. Donc une possibilité de se remémorer ce temps. Voilà. Mais tu sais, il y a une vieille guéguerre entre moi puis ma mère, s'il te plaît, jette ces choses-là, ça sert plus à rien, puis tout ça. Puis là, pour une première fois, elle pouvait me le mettre sous le nez. Tiens, tu vois, maintenant, ça peut servir. Et c'est ça, ça a servi. Et comment tu te sentais quand tu faisais, je sais pas, comme tu écris sur des choses comme le thermoplongeur pour faire chauffer de l'eau, sur un aspirateur, le Cyclone B. Oui, c'est ça. Cyclone M. Pardon. M. Cyclone B, je pense que c'est un... C'est le gaz. C'est un gaz, voilà. Mon Dieu, ouais. J'ai mélangé deux choses. Hein? J'étais pas loin, mais j'étais très loin en même temps. Merci. Le Cyclone M, donc c'était cet aspirateur-là. Soviétique. Et donc, pour toi, à travers ça, tu essayais de retrouver, parce que c'est ça, je le rappelle, des chroniques. Alors, tu essayais de te ramener à un moment spécifique. Donc, ce n'est pas... Comment dire, on peut imaginer que tu as dû reconstituer ces scènes-là. Ça peut pas, les dialogues que tu as eus avec ta famille sont peut-être pas exacts, mais il y avait quand même une forme de vérité là-dedans. Comment tu as fait jaillir cette forme de vérité-là? Ben, en fait, c'est les objets qu'à travers leur description, le fait que je pouvais les avoir devant mes yeux, grâce à ma mère qui les avait conservés. Ben là, en les décrivant tranquillement, pas vite, en les touchant, les textures, les odeurs, tout ça, ça fait remonter ces souvenirs-là. Il faut dire aussi que j'ai eu la chance de pouvoir visiter les communautés autochtones. J'ai fait partie d'un projet qui était absolument formidable. C'est celui de la Boîte Rouge Vif à Chicoutimi, un organisme qui s'occupe des Premières Nations et qui avait reçu le mandat du Musée de la civilisation à Québec de refaire l'exposition permanente des Premières Nations, d'aider à cette exposition-là. Et pour la première fois, ce qui est arrivé, c'est que c'est pas les muséologues et les ethnographes de ce musée-là qui allaient dans les communautés choisir c'est quoi les objets les plus importants, mais c'est les Premières Nations elles-mêmes, les gens des communautés qui allaient décider à travers un processus qui s'appelait l'inventaire participatif. C'est-à-dire, on allait dans les communautés, puis on allait parler avec eux, puis leur demander qu'est-ce qui est important pour vous autres. Puis il pouvait avoir des choses qui pouvaient être, qu'un muséologue pourrait trouver importantes de point de vue ethnographique, comme une paire de raquettes, mais il pouvait avoir un vieux poêlon d'une grand-maman qui a cuisiné toute sa vie pour sa famille là-dedans et qui devenait donc un objet important pour la communauté de cette manière. Et je trouvais ça tellement émouvant, ce genre d'inventaire participatif, tellement fort parce qu'il était imprégné de toutes leurs sensations, de toutes leurs trauma, de ce qu'il avait vécu. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un inventaire participatif du Bogdan de 1989. Et il y a même, on parle d'objets, mais il y a même, dans ce même projet-là, tu le racontes à un moment dans le livre, il y a des odeurs aussi, comme celle de la maison d'un aîné Innu, l'un des derniers chasseurs-trappeurs nomades. Tu rentres là, et là, tu sens, tu dis, mais mon Dieu, ça sent la même chose que chez mes grands-parents. Et ça, c'était un moment important pour toi? Bien, on pourrait, parce que c'est l'extrait que je voulais lire. OK. On pourrait même peut-être le lire. Bien sûr, tu te souviens de... Absolument. 120... non, c'est pas... C'est au début du livre. Ah oui, OK. Bon, je vais te donner ma copie. Si tu me le passes. Oui, je le sais exactement. Le Cyclone M, ça se peut. Bon. Vas-y, je te laisse le trouver. Parfait. Donc... j'avais prévu de vous lire quelque chose, mais vu que Frédéric en parle, je me suis dit que c'est intéressant
Fait que je vais vous lire 2 capsules. Le livre est comme structuré entre la voix de Bogdan de 17 ans là encore, c'est vrai, et la voix de Bogdan de 53 ans qui réagit à ses souvenirs avec sa tête d'aujourd'hui, avec recul d'aujourd'hui. Tout ça. Quand tu vas lire le Bogdan d'aujourd'hui, penche-toi de côté pour faire les italiques. Les italiques. C'est bon. Donc, la première capsule de Bogdan de 17 ans s'appelle « Les raisins ». Renversé sur le canapé du salon, je suis en train de relire les aventures de l'Apache Mescalero Winnetou et de son ami Old Shatterhand. Lorsque ma mère m'annonce que la canicule prolongée de cette année a fait mûrir les raisins de grand-papa Alexei 2 semaines plus tôt que d'habitude et qu'il serait content d'avoir de l'aide pour les vendanges. Je roule les yeux derrière mon livre. Pas moyen d'avoir la maudite paix dans cette maison. L'école recommencera bientôt et même si j'aime beaucoup mon grand-père maternel, la perspective d'aller passer toute la journée sous le soleil brûlant, un sécateur dans une main et un seau rempli de grappes de raisin dans une autre, me fait suer. Par contre, quelque chose dans la voix de ma mère m'indique que je ferais mieux de dire oui. Sinon, elle se mettra à me rappeler tout ce que mes grands-parents font pour nous et combien nous le devons de reconnaissance. J'accepte donc d'y aller tout en bougonnant. Quand j'étais enfant, c'était différent. Vu que je passais une partie de mes vacances chez eux, où ça sentait toujours bon le feu de bois et les fruits séchés, j'aimais assister mon grand-père dans ses tâches journalières. Avec lui, ce n'était jamais ennuyant. Dès que le premier brin d'herbe sortait sa tête de la terre, il s'activait sur son terrain. La vigne, le potager, les fleurs, les arbres fruitiers, les oiseaux dans le poulailler, il y avait en permanence quelque chose à nourrir, à nettoyer, à clouer, à planter ou à récolter. D'humeur égale et joyeuse, il était toujours prêt à me raconter ses souvenirs de la guerre et de son village natal, ou à inventer des rimes amusantes. Depuis qu'ils l'ont planté, à la fin des années 1960, la vigne a donné à mes grands-parents la possibilité de reprendre le commerce, leur occupation principale d'avant la guerre, et ce qu'ils ont voulu toujours faire en dépit de l'interdiction du régime communiste. Pour allonger leur maigre retraite, 4 ou 5 tonneaux de vin maison et 2 dames Jeanne d'eau-de-vie sont prêtes à accueillir, à la fin de chaque automne, les poivrons habituels du quartier qui ne manquent jamais à l'appel. La production artisanale de boissons alcooliques est tolérée par les autorités, mais leur vente est un monopole d'État, interdite aux particuliers. Mes grands-parents ne vendent en conséquence qu'aux ivrognes qui connaissent. Participer au vendage, ce n'est pas de tout repos. Le grand ado que je suis doit se pencher constamment pour récupérer une par une toutes les petites baies de raisin qui sont tombées par terre lors de ma cueillette et que mon grand-père se fait un devoir de me montrer. La journée est éreintante, mais en soirée, je trouve tout de même quelque chose de satisfaisant à voir le fouloir à manivelle transformer notre récolte en un jus qui se mettra à piquer d'ici quelques jours. De retour à la maison, je replonge dans les cavalcades de Winnetou et de Old Shatterhand dans le Far West avec un bon verre de mou de raisin frais. Et maintenant, la Bogdan de 53 ans. Quand je suis arrivé au Québec en 2001, ça m'a pris un bon moment avant de pouvoir envisager d'écrire ou de filmer des sujets en lien avec la réalité locale. Une bonne partie de moi était restée en Roumanie. 10 ans plus tard, en janvier 2011, le Musée de civilisation de Québec voulait renouveler son exposition permanente sur les Premières Nations et avait chargé notre équipe de la Boîte Rouge Vif de passer quelques jours dans chacune des 18 communautés choisies par les Autochtones. Pour une première fois, ce n'étaient plus des ethnologues ou des muséologues qui allaient décider quel objet ou quel témoignage était digne de faire partie de la nouvelle exposition, mais les membres des communautés et des nations eux-mêmes. L'ensemble de ces artefacts et leurs caractéristiques allaient former un inventaire participatif. Dressant le portrait à jour de la communauté et de la nation. Cet inventaire-là ne se contentait pas de réunir un répertoire froid d'objets. Au contraire, il s'imprégnait du courage des participants, de leurs témoignages, de leurs bons et mauvais souvenirs, de leurs traumatismes et de leur survie. 2 mois plus tard, en mars 2011, j'ouvre la porte arrière du vieux camion Silverado et j'agrippe l'un après l'autre les sacs de la caméra, du son et de l'éclairage. Je me prépare à filmer une entrevue avec Philippe Pastitut, un aîné Naskapi de 93 ans dans sa maison à Kaohashikamash, à quelques kilomètres de Shefferville, dans le Grand Nord. Ici, même au mois de mars et en plein jour, la température remonte à peine en haut de moins 30 degrés Celsius. Chargé des 3 sacs et suivi par mes collègues, je me dépêche d'entrer dans la maison de M. Pastitut. Rendu sur le seuil de la porte, quelque chose m'arrête brusquement. Je reste planté là quelques bonnes secondes, incapable du moindre mouvement. Elisabeth, Mandy et Phil se sont arrêtés eux aussi derrière moi.
Les larmes montent aux yeux, mais ce n'est pas à cause du froid. L'impact des arômes est si poignant que je suis transporté instantanément à des milliers de kilomètres de distance dans un autre temps. La maison de M. Pastitude, l'un des derniers aînés chasseurs-trappeurs à avoir connu les temps où sa communauté était encore nomade, sent exactement comme la maison de mes grands-parents à Yache. La même odeur d'objets faits en cuir fraîchement tanné, de feux de bois, de plantes et de fruits séchés. Cette odeur me prend à la gorge et, pour la première fois, je sens mes racines au sédimentaire d'accueil. Merci, Bogdan. Et d'ailleurs, ce grand-père, parce que ton premier livre, peut-être qui circule plus, mais tu as aussi, avant ça, écrit un autre livre, Les souvenirs d'un certain Alexis Longou, qui est ce grand-père maternel Oui. qui était si important, qui donc cultivait et tout. Et dans ça, en fait, tu as fait des interviews avec lui avant qu'il décède et tout ça, puis tu as voulu tout mettre ça. Donc, pour toi, Nicolas l'a mentionné tout à l'heure, mais la transmission d'une génération à l'autre était importante. Tu avais commencé déjà avec ce livre-là. Ah oui, absolument. C'est quelque chose de capital. J'ai trouvé, en tout cas, j'ai eu la chance, donc, premièrement, d'entendre les histoires de mon grand-père quand on faisait des travaux dans son jardin. Et ensuite de ça, je me suis dit, mais c'est dommage que ces histoires-là se perdent pour l'ensemble de la famille. Peut-être que mes cousins ou peut-être que d'autres membres de la famille ne connaissaient pas ces histoires-là. Donc, de retour de France, j'étais en France de 93 à 95, j'avais acheté un reportophone. Puis là, je me suis pointé chez mon grand-père avec mon reportophone. Puis là, je l'ai enregistré. J'ai enregistré ces histoires-là. Et ensuite, j'ai fait une petite fascicule. Je travaillais dans une agence de publicité à Bucarest, puis j'avais pu mettre ensemble un petit livre artisanal juste pour la famille. Mais ce livre-là s'est mis à circuler. Mon grand-père avait fait des copies. Il circulait, lui avait la passe de chemin de fer. Il pouvait voyager partout dans le pays parce que c'était un vétéran de guerre. Et donc, il distribuait ces copies-là aux voyageurs. Et donc, le livre s'est mis à circuler. Quand je suis arrivé ici, c'était une façon aussi de partager Et donc, ce livre qui est bilingue, français et roumain. Et ce que j'ai découvert, parce que tu m'as posé la question sur pourquoi c'est important, c'est parce que j'ai découvert, en faisant ce compte-rendu des souvenirs de mon grand-père, j'ai découvert que il y avait des choses dans sa vie qui se répétaient dans la vie de mes parents, puis dans la mienne ensuite. Il y avait des cycles qui se répétaient. Et également, j'ai découvert qu'avec ces connaissances-là, j'avais des racines plus profondes. J'étais capable de comprendre, par exemple, qu'un événement qui aurait pu paraître à un moment donné dans la vie de mon grand-père comme un événement malheureux, difficile, ça ouvrait la porte quelque temps après à quelque chose de beau ou d'important, de positif. Et donc, c'est quelque chose que je pouvais appliquer ensuite dans ma propre vie, cette connaissance-là, vu que je pouvais voir la vie de mon grand-père d'en haut, avec un méta-point de vue, puis tout ça, ça me permettait ensuite d'appliquer ce savoir-là sur ma propre vie. Et là, maintenant, on arrive avec 1989. Est-ce que c'est une façon de casser certains cycles dont tu parlais? C'est-à-dire, il y a une partie de toi, j'imagine, qui veut transmettre des choses, mais il y a aussi comme dans, je pense, un peu tout le monde, on veut casser aussi certains cycles intergénérationnels qui sont peut-être moins positifs. On veut transmettre des choses à nos enfants de ça, mais il y a des choses qu'on ne veut pas transmettre. Donc, il y a des choses que tu n'as pas voulu transmettre, j'imagine, à Thomas, ton fils. Oui. Et d'ailleurs, c'était quelque chose en lisant ce que tu disais sur la langue roumaine, parce que tu le dis dans le livre, Thomas ne parle pas roumain. Et là, je me suis dit, tu dis, j'ai voulu y apprendre au début, finalement, je ne l'ai pas fait. Je suis dans un milieu où on ne parle pas beaucoup roumain. C'est peut-être une question difficile, mais est-ce qu'il y a, peut-être de manière inconsciente, une partie de toi qui a voulu protéger Thomas de certains aspects de la culture roumaine, de la Roumanie que tu connaissais? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est quoi? Donc, c'est pas du tout. Même que j'aurais accueilli, comme moi, j'ai eu la chance d'avoir mon grand-père puis qu'il me raconte l'histoire. C'est une des choses le plus le fun quand tu parles avec tes grands-parents, c'est qu'ils te racontent les 400 coups de tes parents.
Ouais. Puis ça, c'est extrêmement important, je trouve, de humaniser tes parents, parce que les parents sont toujours un peu sur un piédestal, sont tous ces êtres-là qui sont protégés. Mais de les descendre de ce piédestal-là, puis de dire que c'était des êtres humains qui ont fait leurs 400 coups, qui ont fait des niaiseries quand ils étaient jeunes comme toi, c'est quelque chose de très, très important dans cette relation avec les parents. Donc, j'allais accueillir ça, que Thomas aille voir ma mère, puis que demain, « Hey, qu'est-ce qu'il a fait de mon père à tel âge? » J'aurais trouvé ça tellement important, je regrette énormément qu'il ne peut pas... Bon, à cette heure, ils communiquent en anglais, ils sont capables de parler en anglais. Mais pareil, c'est pas la même communication que ma mère aurait pu avoir avec lui en roumain. Non, si je lui ai pas appris le roumain, c'est simplement parce que j'avais trouvé que ça coulait pas de source. Quand j'ai essayé, quand il était jeune, de lui parler en roumain, mais ma femme, qui est québécoise, ben, il aurait fallu que je traduise pour elle après, puis je sentais que ça sortait un peu forcé. Je me dis, les enfants sentent peut-être cette sensation-là de forcer. Je vais essayer plus tard avec des livres, avec des chansons, puis tout ça. Mais bon, la réalité, c'est que même si un enfant il apprend une langue avec ses parents, ben après, s'il ne peut pas la pratiquer dans son cercle autre que la famille, c'est difficile ensuite de continuer à la parler. J'ai des amis qui ont des enfants roumains, qui sont roumains, mettons, aux États-Unis, puis parlent à leurs enfants roumains tous les jours, mais les enfants, dans leur vie courante, ils parlent anglais, et puis ils comprennent le roumain, mais voilà. Oui, je vois. Je disais parce que, voilà, oui, moi aussi, je suis là-dedans un peu parce qu'on essaie de transmettre aussi la langue Gujarati, qui est la langue de la famille de ma femme, mais qu'elle parle plus anglais avec elle. Donc, ça peut, je suis d'accord, mais voilà, je m'étais posé la question parce que tu parles de transmission et donc ça peut être... Par contre, ce que je voulais casser, les cycles dont tu parles, les traumas intergénérationnels que je trouve important d'amener à la lumière. Hein, tout ce qui s'est passé dans la vie des parents, et tout ça, tous les traumas qu'ils ont vécus, c'est important de les amener à la lumière, dans la conscience, je trouve. Et ensuite, on peut décider, est-ce que c'est un bon mécanisme de survie qui s'est instauré à la suite de ce trauma-là? Est-ce qu'il nous sert encore aujourd'hui? Est-ce qu'on veut l'arrêter? Bon, c'est plus facile de le dire que de le faire. Mais au moins, tu les as ramenés en conscience, au moins, tu as fait en sorte qu'elles sont à la lumière, puis qu'on peut décider ensuite de faire autre chose. Puis un de ces événements-là donc, que tu voulais transmettre, c'est cette période-là que tu as vécue, ces 6 mois avant et après la chute de Ceausescu. On l'a dit tout à l'heure, tu commences le livre en disant que tu as les dents serrées. Tu dis que je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, des films et des livres, et pourtant à la lisière de ce bonheur, gisent en embuscade une colère et un fiel qui me tourmentent parfois jusque dans mon cœur, jusque dans mon poignet droit. On revient à cet événement-là. Consulter les sites roumains de nouvelles est devenu une obsession de tous les jours. Entre moi et ce passé en Roumanie communiste, il y a des affaires non réglées, une tension, du bruxisme, qui est le mouvement des mâchoires. J'ai eu à le chercher, je ne connaissais pas le mot. Est-ce que ce livre-là, est-ce que le Bogdan Stéphane d'aujourd'hui a les dents un peu moins serrées après avoir écrit ce livre-là? Je l'espère, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ce livre-là m'a aidé à avoir plus de clarté dans ma vie. Ça, c'est clair et net. Depuis ce processus que j'ai entrepris d'écriture, ça a amené une certaine clarté, non seulement dans ma vie, mais dans mes relations avec les gens autour de moi, dans les relations avec ma mère. J'ai traduit le livre en roumain avant que le livre paraisse et je lui ai lu sur Skype. On se parle sur Skype souvent. Et elle a été enchantée, émue. Donc, puis ça, des choses que je pensais qu'elle allait être fâchée ou que pourquoi tu as dit ça sur notre famille, Non, elle était contente d'entendre ça, elle était contente de voir ces choses-là remonter à la surface et qu'on soit capable de s'en libérer et d'en parler. Donc, je l'espère. Il y a peut-être un appareil qui mesure le bruxisme. Il faudrait que je le teste pour voir si... Est-ce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as écrit ce livre-là pour un public québécois, littéralement. Est-ce que tu aurais écrit un livre différent pour un public roumain? Tout à fait, parce que c'est sûr qu'il y a un contexte culturel qu'il fallait quand même expliquer.
il fallait me raconter des choses qui pour un public roumain sont évidentes. Fait que dans ma traduction, j'ai fait une traduction, puis présentement, on est en cours avec Nicolas, puis les PUM, d'essayer de trouver une maison d'édition en Roumanie qui serait intéressée à publier cette version en roumain. Mais c'est sûr que pour cette traduction, ben, j'ai enlevé tout ce contexte culturel qui est pour eux. Quoique la nouvelle génération, il y a énormément de choses qu'elle sait plus. La génération qui a aujourd'hui encore 40, 50 ans, 60, ben, c'est des gens qui ont vécu le communisme, qui se rappellent de toutes ces choses-là. Mais les jeunes qui ont 15, 18 ans, qui sont à l'école secondaire, ils ne savent plus grand-chose de cette époque-là. Pour la première fois, cette année, il y a un manuel de l'histoire du communisme qui a été lancé par une maison d'édition en Roumanie, qui va être enseigné aux jeunes de 11e année. En Roumanie, c'est comme la 5e année de secondaire. Et Emmanuel est formidable. J'étais tellement content de le voir apparaître, de dire il y a un devoir de mémoire qui se fait de cette manière-là. Les jeunes vont pouvoir avoir un apprentissage de manière professionnelle et je pense que ça prend aussi des témoignages de la vie quotidienne pour compléter ce genre de mémoire-là. C'est important, c'est tellement important de garder cette mémoire-là vivante puis de faire en sorte qu'elle ne se répète plus, là. Bien, ce qui nous amène à parler peut-être de la Roumanie d'aujourd'hui, justement. On va sortir un peu du livre, mais c'est parce que il y a quelques semaines, tu m'as envoyé un sondage qui a été mené en Roumanie récemment pour le compte de l'Institut pour l'investigation des crimes du communisme et la mémoire des exilés roumains. Et c'est un sondage mené auprès de 1500 personnes, donc c'est un grand échantillon et tout ça, qui révèle que plus de la moitié des Roumains roumaines pensent que le régime communiste a été une bonne chose pour la Roumanie, pensent que Nicolae Ceausescu a été un bon dirigeant pour la Roumanie. À moitié-moitié, là aussi, pensent que la vie était meilleure sous le communisme, que la nourriture était plus saine, que l'État prenait mieux soin de ses citoyens. Là, il y a du 80%, 60%, là, je vous passe tout ça, mais que les gens s'entraidaient davantage. Si tu n'arrêtes pas, je vais commencer à serrer les dents. Ah oui, OK. Mais donc, vous voyez, il y a ça, et dans le sondage, on dit... c'est-à-dire les commentaires au sondage, la personne dit « Je demande publiquement au Parlement roumain d'adopter une loi interdisant les symboles du régime communiste totalitaire. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu nous dis qu'il y a déjà là, un manuel qui a été amené qui va peut-être changer certaines perspectives, je ne sais pas, où en est-on? Je l'espère de tout mon cœur parce que c'est sûr que plus le temps passe, plus ces mémoires-là s'effritent. Hein? Pour les jeunes ou pour les moins jeunes qui n'ont pas vécu le communisme, c'est quelque chose d'éloigné. On sait que Ceausescu, les enfants savent que Ceausescu était un méchant qui ne donnait pas de bananes puis d'oranges à la population. Puis c'est pas mal ça. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les horreurs, les choses terribles qui se passaient en arrière-plan du régime, en arrière de cette vie qui pour certains a été confusément heureuse. Donc, j'ai espoir avec un effort de chacun, qu'on puisse continuer à entretenir cette mémoire-là, puis dire surtout que la liberté est importante. On la prend pour acquise, cette liberté-là. La démocratie, l'état de droit, toutes ces choses-là sont tellement importantes. Puis souvent, on les prend pour acquises parce ici, on a vécu dans la liberté, dans la démocratie depuis plus que 2 siècles. Et donc, mais elles ne sont pas acquises. Il faut lutter pour elles à chaque moment. Et en Roumanie, c'est encore plus valable parce que la vie démocratique, ça fait juste 35 ans qu'elle existe. Et donc, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que les gens haïssent souvent leur liberté. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de santé. Il le tenait 20 ans en fasting, la plupart du temps. Voilà. Mais de ne pas faire des choix avec sa vie. Qu'on nous dise quoi faire d'en haut quelque part, qu'on nous dise il faut aller là, il faut aller faire ça. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile. Avoir trop de choix, ça amène l'anxiété. Qu'est-ce qu'on fait? Quel choix on fait? C'est important quand même de conserver cette liberté-là puis de l'entretenir. Fait que, voilà. C'est ce qui nous mène justement au milieu du livre où là, cette liberté-là arrive sans même que tu t'y attendes, sans même
pas que tu la désires, mais bon, on ne savait pas trop dans ta Ah oui, je la désirais. Oui, tu la désirais, mais en tout cas, tu t'attendais pas à ce qu'elle non, arrive. je ne m'attendais pas, c'est sûr. Et c'est intéressant, bon, parce qu'il y a deux personnages, je ne vais pas te divulgacher, mais c'est assez clair qu'au milieu du livre, Ceausescu meurt. Et plus récemment, il y a un autre personnage, le 5 août, qui est décédé, un personnage important, Ion Iliescu, qui était le président tout de suite après la chute du communisme, qui était un ancien communiste, qui a réussi finalement à reprendre le pouvoir. Et je trouve ça intéressant parce que je lisais ici Emmanuel Carrère il est avantageux d'avoir où aller, mais dedans, il y a un texte sur la Roumanie au printemps 1990. Il était là, 6 mois à peu près après la chute du communisme. Et lui, il dit qu'il a parlé avec surtout des intellectuels. On peut imaginer avec qui il parlait. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il dit en 15 jours, j'ai dû parler avec une bonne quarantaine de personnes, surtout des intellectuels, il est vrai, sans en rencontrer aucune qui ne vitupéra le front. Et qui est donc ce gouvernement... Le Front de sauvetage de Salvation nationale. Voilà. Ni ne rejeta la responsabilité de son élection sur une population stupide et aliénée. Alors, il y a cette voix des intellectuels, des gens qui disaient « Non, mais c'est fou ». Alors que toi, dans ta famille, qui fait, on peut dire, partie de la majorité silencieuse, la majorité qui veut, et là je te cite ici, tu dis « Pour la majorité du peuple effrayé par les balles et par le chaos, pour tous ceux qui, comme moi et ma famille, ont regardé la Révolution par les yeux de la télévision, derrière nos fenêtres et nos rideaux, le plus important n'était pas de faire tomber tout le village Potemkin du communisme, mais de remplacer le méchant Ceausescu par quelqu'un qui pouvait nous donner un peu plus de viande, des bananes ou des oranges. On aura compris que tu aimes beaucoup ces fruits. Un peu plus d'émissions de télévision, un peu plus de liberté, mais pas trop, car on ne savait pas quoi en faire. Ce qu'on voulait était une sorte de perestroïka tardive à la roumaine, un changement anti-Ceausescu, mais pas nécessairement anti-système. Ion Iliescu incarnait parfaitement le rôle d'un Gorbatchev roumain. Il allait être un un président pour notre tranquillité, merci. Donc voilà, toi, tu étais dans cette majorité silencieuse. Il y avait des intellectuels qui, eux, avaient l'air à déjà voir... Qui étaient plus réveillés, c'est sûr. Parce que là, en étant confusément heureux, après ça, on est juste confusément confus. C'est que la Roumanie a eu une chance quand même incroyable de construire quelque chose de sain en décembre 89, mais pour ça aurait pris, je me suis rendu compte, parce que j'ai longtemps eu la mâchoire serrée, parce que je pensais qu'on avait raté cette chance-là, comment ça se fait qu'on n'a pas pu construire quelque chose de sain, quelque chose de bien, une société normale et tout ça. Mais j'ai compris par la suite que ça aurait pris un grand dialogue national, ça aurait pris des assemblées de cuisine où est-ce que les gens se rencontrent puis qui mettent les bases d'un nouveau quelque chose. Puis cette chose-là n'aurait pas été possible simplement parce que le régime nous avait enlevé la capacité de se parler entre nous. Et est-ce que tu sens que ça a été différent, par exemple, dans le pays très proche, la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, on avait Václav Havel, un leader, justement, un intellectuel avec quand même une vision, qui avait été dissident avant. Destin différent. Est-ce qu'aujourd'hui, sauf erreur, il me semble qu'en Tchéquie aussi, il y a quand même une montée de l'extrême droite comme ici. Est-ce que tu sens que c'était une question de leader, que le Ion finalement n'était pas... Tout à fait. C'était l'exemple que tu mets. Les Tchèques, ils ont eu la chance de ne pas avoir de ne pas avoir un dictateur qui ne leur permettait pas de construire la société civile. Il y avait quand même des bribes de société civile qui fonctionnaient encore. Ils pouvaient se parler entre eux. J'ai eu à lancement d'hier, j'ai eu une dame tchèque qui avait vécu le communisme et qui avait pu confirmer ça. Et ils ont élu à la tête du pays un ancien dissident, une personne qui avait fait de la prison pour ses convictions, et une personne qui avait une connaissance de soi qui était extraordinaire, qui lui a permis, entre autres, après un premier mandat, alors qu'il était adoubé par la population puis aimé par tous, il aurait pu se faire choisir pour un deuxième mandat, mais cette connaissance de soi lui a permis de dire « Non, je laisse ma place à quelqu'un d'autre, j'ai fait ma part, maintenant ça vient... » Il n'avait plus l'attrait pour le pouvoir.
Lui, il savait. Fait que juste d'avoir une personne comme ça à la tête du pays, ça montre un autre exemple. Fait que ça met les bases plus saines pour la construction de cette société-là, d'un dialogue, d'un respect pour l'autre, de toutes ces choses-là qui sont capitales. Alors que Ceausescu nous avait tellement enfermés, tellement surveillés avec la police politique roumaine, la sécurité, que tous ces dialogues-là étaient très difficiles. La confiance était brisée entre les citoyens et les autorités, mais surtout brisée entre les citoyens, entre eux-mêmes. Et pourtant, dans ton livre, tu dis qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est toutefois, lorsque j'écris tout ça, c'est le Bogdan de 53 ans qui parle, je ressens à ma surprise plus de pitié et de malaise à l'idée de leur procès, le couple présidentiel, et de leur exécution indigne que de satisfaction triomphante. Au fil de mes lectures de biographies et d'articles sur la vie de Ceausescu, je vois plus un homme et moins un monstre. C'est intéressant, ce changement-là. C'est sûr que quand il a été exécuté en décembre 89, j'étais hyper content, j'étais très content. J'ai une capsule là-dessus où je dis ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ouais. C'est Bogdan, 17 ans, qui dit à l'époque ils ont eu ce qu'ils méritaient. Mais après, avec le recul de savoir plus de choses, de lire plus de choses, de comprendre que leur exécution n'était qu'une mascarade, leur procès, en fait, c'était une mascarade. Ça aurait été mieux quasiment de faire un tyrannicide puis de tirer une balle dans la tête sans aucun procès, que de faire une mascarade de procès qui fait de l'idée même de justice une mascarade. Et donc, c'est sûr qu'après, je les vois, surtout lui, j'ai un petit peu pitié pour ce vieux-là, moins pour elle, pour sa femme qui était une vraie vipère. Oui, c'est la je ne sais pas comment l'expliquer, mais oui, on change avec l'âge, on a moins de haine peut-être, puis un petit peu plus de compréhension. Avant d'ouvrir aux questions, juste une dernière. En fait, je voudrais parler, parce que bon, on peut se dire, tu as fini ce cycle-là et tout ça, mais tu as quand même un autre projet lié à la Roumanie maintenant. On l'a dit, tu es cinéaste à la base. Tu as un projet, Les Rescapés du Paradis, où tu voudrais mettre en relation les expériences des orphelins de Duplessis, qui ont été, les orphelins qui ont été dans des orphelinats catholiques ici, et les orphelinats mouroirs sous la Roumanie de Ceausescu. Parler de comment on peut continuer à vivre après avoir vécu ces expériences-là. Donc, ton ressassement du passé roumain n'est pas fini, mais là, il se combine avec le Québec. Oui. C'est intéressant de vouloir donc rallier ces deux choses-là ensemble. Voir que dans ton pays d'accueil que tu aimes, que tu chéris pour plein de raisons, de se dire, mais là, ici aussi, il y a eu des abus comme ça qui se sont passés. Oui, puis à la base de ces abus-là, qu'est-ce qui réside? Il réside encore cette idée-là qu'on laisse une force dominante de la société, dans le cas de la société québécoise, c'est l'Église catholique, qu'on laisse avoir une emprise énorme sur la vie sociale, sur la vie tout court des citoyens. Quand on laisse quelqu'un avoir une telle emprise, une institution ou une église en l'occurrence, ce qui en résulte, c'est une politique démographique qui fait en sorte qu'il y a tellement d'enfants qu'on ne sait plus quoi en faire. Ces enfants vont ensuite se ramasser dans des institutions, ils sont institutionnalisés dans les orphelinats. Puis vu qu'il y en a un nombre tellement important, les abus arrivent de façon quasiment naturelle. Parce qu'il n'y a pas assez de gens pour s'en occuper, ils ne savent pas comment s'en occuper. Et parce qu'entre enfants eux-mêmes, entre les différents âges, ils commencent à avoir la loi de la jungle qui fonctionne. Donc, c'est qui empathie le plus suite à ces utopies-là? Parce qu'on a l'utopie catholique, en tout cas la promesse du paradis catholique. On a la promesse du paradis communiste, le lendemain radieux que les régimes nous promettaient. Et ceux qui empathissent le plus, c'est les plus vulnérables, toujours. Dans le cas de la Roumanie, c'est les femmes qui sont mortes en grand nombre suite à des avortements clandestins. Les enfants qui sont résultés, qui n'étaient pas désirés, qui ont été jetés dans des orphelinats mouroirs où ils sont morts aussi par des centaines. Dans le cas de Québec également, des enfants et des familles également brisées à la suite de ces traumatismes-là. Donc oui, encore une fois, faire les ponts.
mon métier, c'est celui de créateur de pont. C'est entre les cultures, entre les pays, faire en sorte qu'on arrive peut-être à se connaître un petit peu mieux et qu'on fait peut-être des petits changements positifs, mais pas des gros changements. Hein? On en a beaucoup parlé aussi. Oui. On va peut-être laisser les gens parler aussi. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses... Ouais, j'en avais une juste personnellement. Là. Oui. Thomas, tu comptes lui faire lire quand Ah, je l'ai déjà lu. Oui, je l'ai déjà lu. Il était très, très content, très ému. Il se trouve être une vedette présentement. On parle de lui à la radio. C'est drôle parce qu'il va avoir probablement des lectures différentes à travers les âges. J'imagine que c'est un livre qu'il va lire, qui aujourd'hui a 13 ans, mais à 20 ans, il va le lire différemment. À 40 ans, il va le lire différemment. Ça va lui permettre d'apprendre un peu les niaiseries de son père. Si ma mère n'a pas été capable de lui raconter, à cause de la langue, là, moi, je raconte certaines niaiseries dans le livre. Absolument. Denis, tu avais une question? Étant donné que tu as parlé de ton expérience chez les Nascapi, oui. Et le travail que tu connais, que j'ai fait tout ce temps-là, si j'aime ça te donner des épreuves, c'est qu'il y a un pont, en parlant d'orphelinat, c'est bien chez les Autochtones du Canada. Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment une répression forte et il y a des différences entre les orphelinats du Québec dans la période des années... Et les écoles résidentielles et tout ça. autochtones, oui, mais absolument. disons qu'on a bien eu 3 rivières, toi, tu es bien capable d'avoir 3 ponts. Oui, mais ce que je me suis dit, parce que c'est sûr qu'en faisant le tour des communautés autochtones, c'est sûr qu'on apprend ces choses-là. C'est terrible tout ce qui s'est passé, mais comme on se le dit souvent, c'est mieux de laisser les cinéastes autochtones de parler eux-mêmes de ces réalités-là. Je suis sûr qu'ils vont le faire beaucoup mieux que moi. Moi, j'essaie de me concentrer sur ce que les Roumains ont souffert, puis peut-être essayer d'aller chercher les survivants des orphelinats québécois pour essayer de voir cette utopie-là. Comment ces utopies-là, ils peuvent finir par détruire la fibre intérieure d'un peuple et affecter surtout les plus vulnérables. Parce que là, dans ce cas-là, en plus, les Autochtones se le faisaient imposer par la majorité blanche, là, pour le dire comme ça, alors que dans les écoles catholiques, c'était la majorité blanche francophone qui l'imposait sur d'autres blancs francophones, comme en Roumanie, des Roumains qui l'imposaient à d'autres Roumains. Là. Bon, évidemment, il y a aussi, j'imagine, d'autres de minorités en Roumanie aussi qui ont dû être écopées. Persécutées, oui, absolument. Ouais. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer... Oui, non, mais je peux continuer. Je veux juste te poser une autre question parce que il y a ton ami ici avec qui tu as habité en coopérative, c'est ça? Parce que, bon, on l'a dit, tu t'en parles dans le livre, tu as habité en coopérative et tout ça. Alors, et on en a beaucoup parlé, toi et moi, de comment dire, le fait d'avoir habité dans le communisme n'a pas fait en sorte que tu as rejeté toute solidarité sociale. Au contraire, tu as essayé de la renouveler et tout ça. Et je t'entendais à Pénélope l'autre jour, parce que c'était pas dans le livre, cette phrase-là, mais tu as parlé de l'homme nouveau multilatéralement développé. Oui. J'ai trouvé ça qui était un idéal. Enfin, on voulait que tous les Roumains et Roumaines deviennent ça, hommes humains, là, si vous voulez, hommes et femmes. Et là, je me suis dit, toi, au fil des ans, 53 ans aujourd'hui, quel homme nouveau multilatéralement développé es-tu devenu? Tu t'es reconstruit quelque chose dans les ruines du communisme, mais pour faire quelque chose, d'habiter dans une coopérative. Mais quand je suis arrivé ici, c'est sûr que j'ai regardé toutes les initiatives communautaires avec un œil suspicieux. Hein. Chez nous, on est habitués, toute la référence à une coopérative était négative. Hein. Chez nous, on avait les coopératives agricoles de production, où est-ce que les paysans avaient été obligés de céder leurs terres, de les mettre au profit de ces coopératives agricoles de production, des kolkhozes en russe, effectivement. Et donc,
mais qui étaient des modèles de mauvaise gestion et d'inefficacité et de vol et de toutes sortes de choses. Parce que quand on voulait dire que c'est quelque chose qui est mal administré, en Roumanie, on disait que c'est administré comme une coopérative. Et donc, c'est sûr qu'en arrivant ici, je me suis, par exemple, fait inviter à entrer dans les conseils d'administration pour une association culturelle et tout ça, mais je me demandais, mais comment ça marche? C'est quoi qu'est-ce qu'on... Comment on peut rentrer pourquoi travailler Qu'est-ce qu'on peut voler? Oui, c'est ça. Comment on peut mal administrer ces choses-là. Mais ce qui est formidable, c'est que je me suis aperçu que c'était une richesse incroyable, ces associations-là. Le fait que les gens donnent leur temps, puis qu'ils essayent simplement d'améliorer un petit peu leur place, la place dans laquelle ils vivent, de l'amener avec un millimètre ou deux un petit peu vers une place plus propre, mieux organisée, plus belle. Tout ça, ça faisait une différence dans nos vies. Et j'ai rencontré comme ça des gens qui avaient sûrement reçu à leur tour, quand ils étaient jeunes, de cette richesse-là de collaboration, puis tout ça, puis qui avaient envie de redonner. Et que juste cette rencontre-là avec ces gens-là qui activaient dans toutes ces sphères-là communautaires m'a fait changer d'idée. Fait que voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un regard différent sur le mouvement coopératif, on peut dire. Tu n'as pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Fait les choses. Peut-être une dernière question? Oui, Eric? Ouais. Je vais juste me référer aux chiffres que tu avais l'air justement à serrer la mâchoire quand Frédéric parlait des 50% des gens qui disaient que c'était peut-être mieux sous le communisme. Mais dans ce 50%, je ne sais pas s'il y a du fractionnement démographique, mais j'ose croire que c'est pas juste les gens qui ne l'ont pas vécu. Donc, j'ose croire qu'il y a cette puissance de la nostalgie. Bon, on en parle beaucoup dans notre société. On n'a pas eu un changement de paradigme aussi radical, mais c'était plus simple dans les années 60-70 où il y a 50 ans, on l'entend toujours celle-là, alors que c'est pas tout à fait vrai. Donc, est-ce qu'il y a une nostalgie? Bien, c'est sûr. C'est sûr que d'abord, pour les gens qui sont plus âgés, la nostalgie primaire, c'est pour la nostalgie de leur jeunesse. C'est l'âge de leurs premiers amours, c'est l'âge où tout est possible, où les lendemains radieux sont là de façon naturelle. Et donc, le régime savait très bien mêler l'enthousiasme de la jeunesse avec l'enthousiasme d'une construction communiste, de tous ces lendemains radieux, puis tout ça. Et donc, ça, c'est resté pour les gens. Et après ça, c'est surtout que la nouvelle Roumanie qui est née sur les ruines de la Roumanie communiste, c'est pas du tout une Roumanie idéale. C'est un pays qui aujourd'hui fait partie de l'Union européenne, de l'OTAN, qui est sécuritaire quand même, qui avance. À chaque fois quand je me rends en Roumanie, je vois quand même des progrès. Je vois qu'il y a des choses de fun qui arrivent, mais je vois quand même des traumas du passé qui sont pas réglés. Je vois beaucoup de non-dits encore. Et je vois que cette nostalgie-là, comme je disais, il y a aussi peut-être l'envie, des inégalités qui sont importantes. Il y a une classe de nouveaux riches qui s'est développée sur les ruines de cette société, entre autres avec le deuxième échelon de pouvoir communiste, avec la police politique qui a mis la main sur des empires médiatiques, qui ont bâti des privatisations frauduleuses et tout ça. Ça fait en sorte que les gens normaux qui travaillent à la sueur de leur front, ils ne peuvent pas avoir accès à tout ce qu'ils voient dans la rue, les voitures de luxe. Il y a des gens qui voient en Roumanie qui disent « on n'a jamais vu autant de voitures de luxe dans les rues de Paris ou de Bruxelles qu'à Bucarest ». Et donc, c'est sûr qu'il y a cette inégalité-là qui est flagrante et qui donne l'idée d'une injustice. Comment ça se fait qu'on a renversé le communisme, puis c'est ça qu'on a maintenant, alors que nous, on espérait construire quelque chose de fabuleux. Il ne faut pas oublier aussi que moi, je suis roumain aussi, désolé que j'interviens. Puis, assez vieux pour que je l'ai vécu, que j'ai quitté la Roumanie quand j'avais 35 ans, et que je le connais très bien, la partie Tout communiste. L'idée, c'est que les personnes qui ont vécu 40 ans de communisme, ils ont pris leur retraite. Leur revenu de retraite, c'est 3 fois inférieur que les personnes, sont 40 ans de non-communistes, de démocratie en Roumanie. Ils ont 3 fois leur retraite, leur revenu plus grand. Petite, plus grand. Les gens actuels qui sortent, qui prennent leur retraite, ils ont à peu près 1 000, 1 500 euros, tandis que les gens qui ont construit la Roumanie, qu'ils ont
donné à la Roumanie. Les blocs, ils ont 300, 350 euros. Mais il ne faut pas oublier, désolé que j'interviens sur le dernier mot, pas de problème. En 96 ou 97, on était le pays rentré dans le Guinness Book avec 95% de propriété pour les gens. C'est normal que les gens de mon âge, ils n'oublient pas. Étaient propriétaires de leur maison. Qu'elles sont bons, qu'elles ne sont pas bons. Puis on appelle communisme, mais ce n'est pas communisme, c'est socialisme. Parce que communisme, c'était chacun avec leurs nécessités. C'était ça dans le communisme, pas de Gorbatchev, du Brezhnev. Oui, ça c'est toute une discussion. Hein. C'est quoi le communisme, c'est quoi le socialisme? Parce que il n'y a pas d'argent, communiste, c'était pas d'argent. Oui, pour le Parti communiste, l'idée c'était que le communisme, ça va être un État supérieur dans le fait vers lequel on tend. C'est le lendemain sérieux. Voilà, c'est le lendemain radieux là. Mais en pratique, ils mettaient déjà en pratique le communisme. Parce que c'est quoi le communisme? C'est le fait qu'il n'y a plus de classe sociale et il n'y a plus de propriété privée. C'est ces deux choses-là qui sont extrêmement importantes pour eux. Et dans la pratique, c'était ça qui se passait en Roumanie puis dans les pays communistes. Il n'y avait pas de propriété privée, presque pas de propriété privée. Il n'y avait pas de... En tout cas, on tentait d'éradiquer les classes sociales. Et donc, voilà, c'est toute une discussion qu'on pourrait avoir peut-être par la suite. Dans la période communiste, c'était les deux périodes où tous les intellectuels étaient rasés de leur tête jusqu'en 70, 75. Il y avait et après ça, c'est resté juste les paysans, les gens qui sont avec les convictions politiques. On va arrêter là-dessus. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre d'acheter 1989, de le lire, d'y penser. Merci pour ce livre-là. Merci à Nicolas aussi.